les chrétiens sont constamment appelés à réconcilier tête et cœur dans leur vie humaine et spirituelle. Et si le concept d'intelligence émotionnelle était une clé pour grandir en sainteté, Leslie-Anne Boily, chargée de cours en psychologie, est avec nous pour en parler. Bonjour Leslie-Anne. Allô tout le monde, bonjour Simon. Alors, sans mauvais jeu de mots, les émotions, c'est passionnant. C'est un sujet, toi, qui t'anime. Vraiment, c'est super intéressant. Pour moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. J'espère piquer votre curiosité aussi à travers la chronique. J'aimerais ça peut-être commencer par vous dire un petit peu c'est quoi l'intelligence émotionnelle, parce que c'est un concept qui est quand même assez large, assez englobant. Ça se résume en fait aux compétences socio-émotionnelles, donc toutes les habiletés qu'on peut mettre en pratique dans nos relations interpersonnelles, mais c'est aussi en relation à soi. Fait que c'est toutes les habiletés donc personnelles que j'ai pour mieux me comprendre, donc mieux me connaître comme personne au niveau de mes émotions, mais aussi mieux me maîtriser, puis mieux maîtriser aussi mes impulsions. Parce que des fois, on va être tenté de vouloir réagir dans certaines situations où on est déclenché. Donc, on a comme un déclencheur qui fait partie de notre passé, qui fait partie de nous. Donc, d'arriver à se maîtriser, d'arriver à ne pas réagir sur le coup de l'impulsion. C'est aussi de l'intelligence émotionnelle. Puis, l'intelligence émotionnelle a tout un volet aussi interpersonnel, donc dans le développement de l'empathie. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Puis aussi, il y a un volet plus sur le leadership inspirant. Donc, une fois que j'arrive à mieux maîtriser mes émotions, à mieux les comprendre, à mieux voir comment ils se manifestent dans mon corps, comment je peux mieux observer les émotions des autres et nous amener tout le monde plus loin. Donc, amener les émotions des autres vers l'atteinte de leur but. OK, donc, c'est pas juste avec ma raison, je me contrôle malgré mes émotions. Exactement. En fait, tout est dans les subtilités avec les émotions. Puis, d'ailleurs, émotion, ça veut dire mettre en mouvement le corps. Donc, en fait, c'est des moteurs nécessaires pour notre vie en société. Parce que, tu sais, si on imaginait pour un instant qu'il y avait zéro émotion, comment on ferait pour prendre des décisions? Comment on ferait pour assurer notre survie? Tu sais, l'enfant, il doit apprendre quand il va dans la rue qu'il peut se faire frapper. Parce qu'avant de faire cet apprentissage-là, souvent parce que ses parents lui en parlent, souvent parce qu'il peut avoir vécu l'expérience même d'avoir quelqu'un qui klaxonne, bien, cet apprentissage-là est nécessaire à ce qu'il puisse assurer sa survie, assurer C'est bon la survie d'avoir de l'espèce. peur, autrement dit, dans des circonstances comme ça. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai un préjugé, je le dis tout de suite. Est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste un concept à la mode pour faire plaisir aux gens qui ont des moins bonnes notes à l'école? Ah, mais toi, t'es intelligent différemment. C'est au niveau de l'émotion que t'es intelligent. C'est une bonne question, puis j'aimerais ça qu'on y réfléchisse ensemble. Selon vous, dans la réussite scolaire professionnelle, c'est quoi les facteurs d'importance pour ça? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est notre QI, donc notre intelligence plus rationnelle? Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs? Le milieu de vie où on est né, peut-être si on a un milieu favorisé, j'imagine que c'est un gros avantage. Tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de traits de tempérament là, qui viennent jouer avec ça. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de rester assis en classe, entre autres, puis d'autres pour qui ont juste hâte d'aller jouer dans le bois, justement. Là. Fait que ça, probablement que ça joue. Tout à fait. Puis il y a même des traits de personnalité qui sont plus désirables socialement que d'autres. Quelqu'un qui est dans l'aimabilité forte, par exemple, peut avoir plus de facilité à entrer en lien avec les autres, à tisser des relations significatives, être plus dans la conciliation aussi face aux conflits. Donc, oui, vraiment. Oui, mais c'est vrai que mais on peut être pour tout ça sans... Moi aussi, j'ai un peu... ça me tique un peu l'idée que ça soit de l'intelligence. Là. Si je me trompe pas, ça vient de la théorie des intelligences multiples où on va jusqu'à... Il y a une intelligence mathématique, il y en a qui ont une intelligence visuelle, auditive, kinésiologique. C'est bien le fun, là, à être auditif plutôt que visuel, mais est-ce que c'est vraiment une intelligence? En fait, on peut peut-être le voir un petit peu comme un muscle qui se développe. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas, en fait, la capacité de lire les émotions. Puis ça, c'est le nom d'un phénomène, là. Mais c'est quelque chose qui se développe aussi. Donc, on peut l'entraîner comme un muscle. D'ailleurs, le cerveau est aussi, aujourd'hui, on le sait, c'est comme un muscle. On peut l'entraîner. Puis, en travaillant certaines choses, on va améliorer certaines capacités, comme la capacité d'attention, tout ça. Mais ça aussi, ça va nous aider par rapport à nos émotions.
Mais comme l'intelligence cognitive aussi, un enfant, il ne sait pas tout en naissant. Là. Il apprend les choses, il développe l'intelligence au niveau de la connaissance. Exactement. Et ça m'intéresse, comment est-ce que concrètement, là, moi je sens que j'ai une carence, là, comment est-ce que je pourrais développer mon muscle d'intelligence émotionnelle? Je tiens à dire qu'on a tous des carences, puis on en aura toujours. C'est ça qui est beau aussi avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on peut toujours la travailler, l'améliorer. Puis dans les compétences, je dirais que la première chose peut-être pour la travailler, l'intelligence émotionnelle, c'est de se tourner vers soi, en fait. Parce que on peut arriver à avoir une meilleure connaissance de nous, de nos déclencheurs émotionnels, de l'intensité de nos émotions. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? C'est quoi mes valeurs? Puis quand quelqu'un parle de tel sujet, ça me déclenche automatiquement. Là, je monte d'un rideau puis je suis plus capable de me gérer. OK? Fait que d'arriver à bien se lire, bien se comprendre et avec justesse aussi. C'est quoi mes compétences, les éléments que j'ai à travailler. Exemple, j'ai à travailler telle émotion dans ma vie. La tristesse, je ne l'accepte pas. Mais pourquoi je ne l'accepte pas? Bien, d'explorer ça. D'explorer d'où ça vient. Ça se peut que ce soit un apprentissage que j'ai fait enfant. Des fois, il y a aussi des stéréotypes sociaux qui viennent nourrir, entretenir le fait qu'on est mal à l'aise avec des émotions. Tu sais, si on en nomme dans la société actuelle... Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça pleure pas. Il faut que ce soit tough. Hein? Puis une fille, bien, ça peut pas se mettre en colère. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces deux émotions-là qui sont fondamentales, qu'on vit tous et toutes? Bien, c'est juste qu'ils vont se manifester autrement. On va les éviter, les contourner, avoir toutes sortes de moyens, en fait, pour peut-être pas les vivre. Si on a appris, en fait, que c'était pas bien de pleurer pour un garçon, ou on va peut-être les vivre en cachette aussi, nos émotions. Fait que En t'écoutant, l'intelligence émotionnelle, il ne faut pas tomber, je pense, dans l'autre extrême, qui serait de dire, il faut juste laisser aller toutes ses émotions puis se laisser porter par elles. C'est pas dire ça non plus. Non, tout est dans l'art, je pense, de la sensibilité puis de l'équilibre. Tu sais, il y a comme apprendre à mieux se connaître dans cette sphère-là qui est fondamentale dans nos rapports sociaux. Là, je veux dire, la plupart du temps, on est dans un mode émotionnel, peu importe le niveau d'émotion. Fait on a toujours à s'ajuster dans nos relations. Fait qu'il faut que ce soit utile, concret. Puis là, j'ai un petit peu perdu le fil de ta question. Non, mais tu nous amènes au niveau des relations. Oui. C'est intéressant parce que les émotions, c'est rarement juste moi tout seul en moi-même. Là. Oui, ça se passe en moi, mais c'est souvent provoqué par mes relations avec les autres, que ce soit positif ou négatif. C'est une parole, un geste qu'un autre a posé qui... Donc, développer l'intelligence émotionnelle, j'imagine que c'est vraiment lié à apprendre à pas juste gérer nos émotions, mais gérer nos relations. Totalement. Totalement. Puis même mes émotions, quand je les vis dans ma relation avec les autres, bien, ils me guident. Écoute, je suis pas bien quand telle personne fait telle chose. Est-ce que j'ai un conflit de valeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de dire? On parlait de conflit tantôt pour faire améliorer la relation. Parce que si je nomme ce que ça me fait intérieurement quand l'autre dit quelque chose, bien, écoute, si l'autre est à l'écoute, on va s'ajuster, on va améliorer la relation. Donc, il y a quelque chose de vraiment bon qui fait grandir la relation. Puis, ça serait un mythe de penser, en fait, que nos émotions, on les garde juste pour nous. Parce qu'en fait, c'est démontré aujourd'hui que les émotions sont contagieuses. Littéralement, là, en ce moment, les émotions qu'on vit, bien, on est comme dans une grosse soupe d'émotions. C'est positif ou négatif? Ça dépend. Ça dépend si on croise quelqu'un qui, par exemple, on est de bonne humeur dans la journée, puis on croise quelqu'un qui est vraiment fâché, puis qui se fâche après nous, bien, on va l'avoir en dedans de nous. Là. Notre corps va réagir face à l'émotion qu'on perçoit à travers nos neurones miroirs. On a des neurones miroirs dans c'est quoi ça? Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça aussi. Il y a des gens qui vont comme être des caméléons. Là, s'ils sont en présence de quelqu'un triste, fâché, ils vont comme, ça va les déstabiliser. Est-ce que ces gens-là ont comme une intelligence émotionnelle plus forte que les autres? Est-ce que s'identifier comme ça, c'est un phénomène? Bien, c'est intéressant, en fait, parce qu'on pourrait dire que oui, la sensibilité au rapport aux autres, mais il faudrait voir aussi dans les autres dimensions. Il y a peut-être moins de contrôle, finalement. Comment les gens l'utilisent. De recevoir ça, en fait, aussi. Leslie-Anne, Oui. tu as mentionné les neurones miroirs. Oui. Moi, je ne connais pas ça. Peux-tu nous dire c'est quoi en quelques mots? Oui, les neurones miroirs, c'est dans notre cerveau, c'est des cellules qui, en quelque sorte, réfléchissent les émotions des autres. OK? Puis c'est démontré aujourd'hui dans la science que ces neurones-là existent réellement. Donc, quand on dit, tu sais, moi, je ne suis pas touchée parce que l'autre vie, en fait, on s'en coupe. Parce que dans la vraie vie, en fait, on réfléchit les émotions les uns des autres. Alors, on a vraiment des neurones, puis ça a été étudié même avec des gens qui observaient à la télévision, mettons, un couple qui avait un différend.
Puis, il était capable de reproduire, en fait, dans son corps en disant, mais je pense que cette personne-là vit de la colère. Puis, on enregistrait des réactions de colère dans le corps de la personne qui regardait l'interaction sans même la vivre, en fait, là, dans le réel. Je me demande, quand on est chrétien, on croit que Jésus est vrai Dieu, mais aussi qu'il est vrai homme. Donc, comme homme, il y avait manifestement des émotions aussi. Est-ce qu'on a des signes que Jésus aurait été un maître en intelligence émotionnelle? Bien, moi, je pense que oui. En creusant un petit peu plus certains passages de la Bible, je me suis intéressée d'abord au mystère de la croix, en fait, parce que Jésus, en acceptant d'aller sur la croix, il acceptait de la souffrance aussi, qui est humaine. Puis souvent, un des réflexes qu'on a face à la souffrance, c'est de s'en couper émotionnellement, de ne pas vouloir la vivre. Alors Jésus, lui, il a accepté littéralement les bras grands ouverts, de dire, bien, j'accepte cette souffrance-là qui est humaine pour la transcender aussi. Un autre passage qui m'a toujours intriguée, là, la rencontre de Jésus avec la femme adultère, puis les gens autour qui lui demandent quelle punition lui donner parce qu'elle est adultère. Pourquoi Jésus, il se penche à terre pour faire un dessin? Mais pour moi, ça, c'est un signe de grande intelligence émotionnelle parce que si on se projette les gens qui étaient autour de lui, probablement qui étaient hautement émotifs. Là, on est dans les valeurs, on est dans... Elle a été adultère, la colère, la frustration, les tensions palpables que Jésus palpait aussi grâce à ses neurones miroirs qu'il avait, qu'il pouvait percevoir avec sa dimension humaine. Donc, de prendre un temps de recul, faire un petit dessin, même à la limite. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est créatif. On ne sait pas ce qu'il a dessiné. Hein? On ne sait pas ce qu'il a dessiné. C'est mystérieux. Mais le fait de prendre une pause, un temps d'arrêt pour se recentrer, pour savoir quoi dire, comment réagir, au lieu de réagir impulsivement ou même en colère, OK? C'est super intelligent sur le plan émotionnel. Une fois, j'ai entendu Monseigneur Lépine commenter ce passage-là en disant que le doigt de Dieu revient à un autre endroit dans la Bible. C'est lorsque Dieu, à Moïse, écrit sur les tables de pierre la loi. Donc, Dieu écrit avec son doigt la loi. Et là, Jésus écrirait non plus sur de la pierre, mais le sable, qui est une autre forme de pierre, avec son doigt divin, la loi nouvelle de la miséricorde dans le sable. Et l'avantage du sable, c'est qu'on peut aussi effacer les choses. Donc, ça fit un petit peu avec la miséricorde. On peut... c'est moins permanent. Ouais. Et c'est intéressant d'envisager Jésus comme un maître, comme étant quelqu'un qui avait une certaine intelligence émotionnelle dans ses relations aux autres, mais aussi la Bible nous montre quand même un Jésus émotionnel. Tu sais, quand il va flipper des tables, tu sais, on voit une sainte colère, ou en fait, avant la crucifixion aussi, il dit « Mon âme est triste à en mourir », non? Il y a des larmes de sang. Fait que vraiment, le côté humain qui se montre, que Jésus qui se montre lui-même, tu sais, qu'on voit éprouver des émotions. C'est beau aussi. Lazare aussi, il pleure la mort de son ami Lazare. Totalement. Ce qui est tout à fait simple. Puis d'écrire aussi dans le Sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Pensant à un enfant qui pleure, après qu'il a fini de pleurer, il retourne jouer puis il est content. Donc, il y a comme quelque chose de libérateur d'accepter cette tristesse-là qui exprime quelque chose que je porte à l'intérieur de moi. Il y aurait plein d'autres passages. Jésus qui se retire au désert pour se recentrer parce qu'en fait, on sait que la prière, la méditation, c'est des techniques d'approche, en fait, pour maîtriser nos émotions. Donc, si on veut avoir une meilleure connaissance de soi puis de travailler ses émotions, d'aller, de prier, de méditer, c'est une excellente approche, donc de se recentrer, en quelque sorte, parce que je peux imaginer un Jésus qui était entouré de gens souvent agités. On a plein d'exemples dans la Bible, tu sais, en barque, quand Jésus il dort sur la barque, alors que, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'agitation. Puis, en fait, Jésus cultivait clairement la confiance, qui, en quelque sorte, est je dirais, le contraire de la peur. OK? Donc, ça aussi, en fait, de cultiver la confiance dans les rapports à Dieu, dans les rapports aux autres, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Là. Donc, j'ai lu, Luciane, dans tes notes aussi, que l'intelligence émotionnelle est liée aux capacités de devenir un bon leader. Totalement. De quelle manière, rapidement, mais aussi, dans le fond, il me semble que Jésus, là, c'est quand même un pas pire leader. Je suis bien d'accord. Oui, en fait, comme les émotions teintent tous les rapports sociaux qu'on a, d'être capable de discerner avec empathie les émotions des autres, ça devient une force pour arriver à aller plus loin. Je donne un exemple que Daniel Goleman donne dans un de ses livres. Il dit que le concept même d'intelligence émotionnelle,
il a vu un vrai leader en allant dans l'autobus. Donc, le chauffeur de bus parlait à tout le monde dans le bus, mais tout le monde était sur son téléphone, vraiment, là, tu sais, dans sa bulle individualiste. Et le chauffeur, lui, jovial, vraiment dans la joie. Finalement, quand il observait Daniel Goleman, les gens quitter le bus, tout le monde était comme « Hey, salut, à la semaine prochaine ». Tout le monde était dans la joie. Fait que la joie va être contagieuse aussi. Puis ce monsieur-là, le chauffeur de bus, qu'il le sache ou pas, mais c'est un très grand leader au niveau émotionnel. Il arrivait à changer les gens dans leur registre émotionnel en étant lui-même porteur de joie et tout ça. Mais en même temps, la joie, là, moi, des fois, je suis un peu tanné de ça, qu'il faudrait toujours être dans la joie, toujours être de bonne humeur. C'est fatigant du monde qui sont toujours de bonne humeur, non? C'est pas la réalité, effectivement, parce qu'il y a des émotions agréables et désagréables qui sont tout à fait normales puis qui font partie, en fait, de... Moi, je les appelle nos gardes du corps, nos émotions, en fait, parce qu'autant celles qui sont agréables que désagréables sont nécessaires. La joie, c'est le fun. Quand j'ai de la joie à faire une activité, j'ai envie de la faire encore plus. La tristesse, ça fait mal. Mais une fois que j'ai compris pourquoi je suis triste puis que j'ai réglé, paramétré un peu, réglé la situation dans l'environnement autour de moi avec les personnes qui sont concernées, bien, je vais mieux. Donc, tout est nécessaire. Si on souhaite aller plus loin dans ce concept d'intelligence émotionnelle, as-tu une suggestion à nous faire? Lire les livres de Daniel Goleman, je pense que c'est vraiment Il y a beaucoup, dans les 20-30 dernières années, travaillé à vulgariser le concept puis d'aller lire un peu sur la science des émotions parce que des concepts clés comme les émotions sont contagieuses, les neurones miroirs, savoir qu'est-ce que la science nous dit aussi des déclencheurs émotionnels, puis des réactions normales qu'on vit dans notre corps, de normaliser l'expérience de l'émotion. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est fondamental de dire que c'est normal d'en vivre puis qu'il n'y en a aucune qui est laide. Merci beaucoup, Leslie-Anne Boilly. Tu es chargée de cours en psychologie à l'Université et coordonnatrice du Tisonnier de Québec. À une prochaine fois. Certainement. Bonne fin de journée.